Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette tradition pas très populaire mais que je persiste à faire, donc cette review, c'est ça, pas vraiment une review mais il va y avoir des reviews, mais bref, ce retour sur mon année vidéoludique de 2024. C'est sûr que pour être franc, avec un enfant dont je vais m'occuper le soir et etc., moi en tant que gamer, c'est plus pareil qu'avant, c'est navrant comme ça. Il y a toujours cette passion-là pour les jeux vidéo, mais différente, il y a moins de temps à s'y dédier. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, n'empêche, il y a quand même des titres auxquels j'ai essayé cette année, seulement 3. En ce moment, je suis en train de rejouer à StarCraft 2 parce que j'ai fait un incontournable sur le sujet. C'est juste un jeu trop formidable. Mais bref. L'année a commencé en beauté avec Sekiro, donc Shadow Never Die Twice ou Die Twice, je sais plus quoi le sous-titre, mais bon, Sekiro, vous connaissez probablement, donc ce jeu de From Software qui était une commande d'Activision et qui nous a tous pris par surprise. Et moi aussi, je m'attendais vraiment à ce que peut-être qu'avec Activision qui est derrière ça, ça fasse une commande où finalement l'éditeur se dénature un peu. Et non, hein. From Software, ça a pas mal pris la place de Platinum Games dans mon cœur comme étant le studio pour lequel j'ai le plus d'estime. Pour l'instant, ils ont fait aucun mauvais jeu, ils n'ont pas fait des tonnes de jeux non plus, mais justement, comme quoi ils se disent que la qualité vaut mieux que la quantité. Donc, Sekiro, c'est mon deuxième jeu du From Software vraiment que j'ai pu explorer de long en large. La dernière fois, c'était Bloodborne. J'ai un peu essayé Dark Souls, mais rien de fou. Et j'ai Elden Ring en ma possession, mais j'attends l'été prochain pour avoir beaucoup plus de temps pour vraiment pas jouer par petites séances de 2 heures, mais vraiment pour m'investir à fond la caisse dans ce titre. Donc, Sekiro, déjà, si on parle au niveau de l'histoire, les jeux de From Software sont pas reconnus pour avoir une histoire très claire. C'est davantage du kafkaïen, un peu obscur. Ben là, c'est un peu mieux. Il y a encore des zones d'ombre présentes. Hein. Toute l'histoire autour de l'héritage du dragon, c'est pas hyper clair. De la même façon, pourquoi à la fin, Genichiro, s'il se tranche la gorge, il y a une vieille version d'Ishin qui sort de... Ben, une vieille version, excusez. Une version jeune d'Ishin qui sort de lui. Pourquoi? Bref, il y a encore beaucoup de trucs quand même vraiment très obscurs. Pas très clair, mais quand même, on a davantage une histoire qu'on peut comprendre ce qui se passe. On a un protagoniste qui ne s'exprimera pas beaucoup, mais qui quand même peut s'exprimer. Aussi, il faut le soulever, il y a différentes fins possibles et elles valent la peine d'explorer dans le sens où certaines fins vont permettre d'avoir des boss qu'on ne pouvait pas rencontrer autrement. Donc, il y a une certaine rejouabilité qui est présente. Donc, niveau histoire, c'est bien. C'est pas non plus extraordinaire. Et on notera qu'il y a des quêtes secondaires qui, au niveau de leur histoire, ne sont pas particulièrement intéressantes et pas particulièrement non plus intéressantes au niveau de leur récompense. Mais bon, c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Autre point qu'on peut soulever pour Sekiro, c'est le monde en tant que tel. C'est un peu, encore une fois, la démonstration comme c'était le cas avec Bloodborne, mais un peu mieux encore là, qu'on peut avoir un monde qui n'est pas ouvert, mais qui quand même n'est pas linéaire. Il y a différents embranchements qu'on peut prendre, des trucs que je me rendais compte dans ma deuxième séance de jeu que je n'avais pas rencontré lors de la première. Comme quoi, c'est pas un monde ouvert, mais il est quand même vaste et intéressant à découvrir malgré tout. On pourrait passer au gameplay. Donc, From Software, on pourrait... Pas beaucoup de jeux, et forcément, ils ne changent pas dans la donne, mais quand même, Sekiro se démarque beaucoup de ses alter ego, avec son système de parry. Hein, il y a une jauge, et il faut réussir à détruire cette... c'est ça, détruire la jauge de l'ennemi pour y réussir à lui asséner un coup mortel ou un coup très grave. Donc il y a cette façon de faire là. On peut aussi juste le tuer à petit feu en faisant une petite attaque ici, une petite attaque par là. Donc on a cette liberté de passer par une voie ou une autre, ce qui est assez intéressant. Aussi Sekiro, contrairement je trouve à Bloodborne, il y a une progression assez différente. Je trouve que le jeu est beaucoup plus dur à son début que peut-être par exemple un Bloodborne pouvait l'être. Mais qu'à la fin, quand tu maîtrises la mécanique de jeu, tu maîtrises la leçon de parry, ben honnêtement, tu te sens un peu comme du... En tout cas, tu te sens assez fort. Hein, mettons, le singe, là, je pouvais le violenter maintenant, alors qu'avant, il me donnait la misère. Ce qui n'était pas dans le cas dans Bloodborne, où effectivement, tu peux devenir meilleur, mais c'est un gameplay un peu plus bourrin, si on peut l'exprimer ainsi. Donc, on peut toujours être surpris par un boss qui va réussir à nous avoir. Pas tant dans Sekiro à la fin, où quand tu maîtrises la chose, tu maîtrises la chose. Il faut aussi soulever, dans les jeux précédents, Bloodborne, etc., il y a notre arme principale, mais il y a des accompagnements qu'on peut faire. J'ai toujours trouvé que ces accompagnements-là étaient très secondaires, du moins dans ce que moi je le concevais.
Ici, les armes de Shinobi peuvent littéralement vraiment changer la donne dans un combat. C'est assez bien. Le seul bémol, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations possibles. Et comment les sélectionner, c'est un peu, je trouve, frustrant. C'était comme juste un menu déroulant pour toute la gang. Il y en a probablement une trentaine. Donc, aller les chercher, c'était pas très agréable. Bon, c'est un petit défaut, mais je sais pas, ça m'a un peu agacé. Mais c'est ça, on a un gameplay tout à fait correct, le système de parry qui est super intéressant. D'ailleurs, dans, je pense, une prochaine extension, si c'est ça, de Elden Ring, le système de parry revient. C'est tout à fait correct. Donc, vraiment un bon gameplay. Difficile à ses débuts, mais à la fin, on la sent cette progression-là et ça fait plaisir. On doit aussi, bien évidemment, parler des boss, parce que c'est ce que From Software fait le mieux. Et là-dessus, je vous avouerai que je suis un peu déçu, dans le sens où on aurait pu avoir plus de variété au niveau des boss et surtout des demi-boss. Au niveau des boss, là, on se bat 3 fois contre Genichiro. C'est correct, on peut affronter autre chose. Là. Et souvent, il y a des boss en modèles variés qu'on pourrait affronter. Il y a The Great Shinobi Hall, qu'on affrontera une autre version de lui qui, ok, il y a plus d'attaques, etc. Il y a un changement au niveau de la donne, mais ça aurait pu être juste un nouveau boss complètement à la place, on l'aurait pris. De la même façon qu'il y a l'espèce de moine et le vrai moine corrompu, qui encore une fois, oui, on me dira qu'il y a des changements de l'un à l'autre, mais c'est comme des attaques ajoutées. On aurait pris peut-être un autre boss complètement. Hein? Et au niveau des semi-boss, ben, effectivement, c'est vraiment là que c'est fort dommage. Donc les boss vont revenir sous des fois, les semi-boss vont revenir sur 4 versions différentes, mais globalement, c'est du pareil au même. On aurait aimé plus de variations. Surtout que je me dis, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça, programmer tout ça? Donc, il y a ça. Je trouve que ça aurait pu être plus recherché au niveau du bestiaire. En ce sens-là, si je dois le comparer à Bloodborne, niveau boss, Bloodborne, à mon avis, était plus original. On se battait pas 3 fois contre la même chose. Et autrement, bah, je pense que ça conclut mon point sur Sekiro. Donc, vraiment, un excellent jeu. Je trouve que je lui préfère peut-être encore Bloodborne, mais honnêtement, pour l'instant, c'est encore une autre réussite pour... il méritait amplement son jeu de l'année. Fait que si vous n'avez pas joué, je vous conseille d'aller à fond la caisse. Allez-y, sans hésiter. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai pu m'essayer cette année, c'était Catherine. Donc, un vieux jeu quand même, je pense en sortie de 2011. Donc, c'est une espèce de jeu de puzzle qui voulait aussi beaucoup s'inspirer de tout ce qui est anime. Et sans avoir regretté d'y avoir joué, on est quand même pas loin. Donc, l'aspect puzzle, ça va. C'est sûr que des fois, c'est frustrant de ne pas savoir comment procéder, mais tu trouves ou l'Internet peut t'aider. Mais c'est vraiment au niveau de l'histoire et de ce qu'on peut y faire que j'étais... Vincent n'est pas particulièrement enlevant comme protagoniste, hein, c'est une victime. On nous laisse croire que nos choix ont un certain impact. On ne le ressent pas tant cet impact-là. Et la nature du jeu, hein, que c'est juste les mêmes puzzles que tu referas, il n'y a pas de rêve. C'est pas aléatoirement différent. Là. Fait en sorte que refaire le jeu juste pour faire l'histoire différemment, c'est pas particulièrement enthousiasmant parce que c'est exactement les mêmes puzzles. Donc, il y a ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment que Vincent est une victime. J'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant. C'est beaucoup de stéréotypes. On n'a pas un scénario tellement riche en rebondissements que ça. Quoique l'histoire que le bartender finalement est le responsable de tout. Ça, je l'avais pas vu venir, mais en même temps, est-ce que ça change tant la donne? Est-ce que je suis comme chamboulé? Ça me fait vivre des émotions? Ça me pousse à réfléchir sur ma conception de la vie? Non. Non, fait que, bref. Catherine, je pense qu'il y a une nouvelle version. Je sais pas qu'est-ce que ça ajoute de plus, mais en tout cas, je vous dirais quasiment aller regarder sur YouTube. C'est presque la même chose. Les puzzles sont agréables. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, ça c'est sûr. Mais c'est insuffisant pour vraiment motiver à aller de l'avant. À mon sens. Aussi, il faut le soulever, il y a au niveau de la progression de la difficulté, qui est quelque chose qui, à mon avis, ne fonctionne pas. Éventuellement, c'est quand même assez dur. Et quand tu es finalement à la fin, ça devient vachement plus facile. Et là, encore une fois, c'est peut-être pour faire un effet miroir avec Vincent qui est plus en contrôle de lui, hein, qui a su évoluer mentalement. Ainsi, ça devient plus facile pour représenter le fait que c'est moins chaotique dans son esprit. Mais là encore, hein, ces idées de gameplay-là qui sont un peu... comment dire, pas intuitive, parce que c'est censé refléter le scénario. Je suis pas fan de ça, je peux saluer l'idée, mais ça se traduit par moi qui est comme, ok, pourquoi est-ce que la fin est trop facile? Bref. Et finalement, le troisième jeu auquel je me suis essayé cette année, mais que je n'ai pas pu terminer, c'est Nobody Saves the World. Donc, jeu un peu plus méconnu, probablement d'un studio indépendant que je ne connais pas.
Dans le fond, ça s'inspire beaucoup dans son esthétique et dans la façon de procéder de A Link to the Past ou les vieux Zelda où quand tu changes, la vue d'en haut change. Là, bref, ça fonctionne un peu par carré. Pas exactement la méthode d'un Metroidvania, mais plus en vol, pas en vue de côté, mais en vol vue d'oiseau, fait vraiment comme A Link to the Past. Donc on incarne un nobody qui finalement, à travers une baguette magique, lui permettant de se transformer en n'importe quoi. Donc une souris, un archer, un culturiste, donc à peu près n'importe quoi, va être appelé à sauver le monde. Il y a... bref, c'est vraiment un excellent jeu. Une direction artistique assez intéressante. Il y a beaucoup d'humour. Je trouve ça dommage, par exemple, qu'il n'y ait pas de narration. Si je fais un parallèle avec Unepic, si vous connaissez, avec sa narration, Unepic vraiment atteignait un autre niveau qu'il n'aurait pas pu atteindre sans sa narration. Donc, ça aurait été intéressant que Nobody Save the World ait aussi le droit à une narration pour rendre le tout un peu plus intéressant. Mais quand même, c'est un jeu qui, on dirait, fait pour les gens de la nouvelle génération, dans le sens où ils sont bombardés de quêtes sans cesse à propos de pouvoir qu'il faut travailler afin de les faire progresser. Donc, il n'y a jamais le temps vraiment de s'ennuyer dans ce jeu-là. Il n'y a jamais un temps où tu n'as pas vraiment une quête. Il y a beaucoup de personnalisation qui est possible parce qu'éventuellement, les pouvoirs de certaines transformations peuvent être conférés à d'autres. Il y a des systèmes de contre, etc. J'ai même pas encore complété le jeu, mais déjà, je suis assez scotché de sa richesse. Encore une fois, il faut le préciser, c'est un jeu qui est abordable, donc il est souvent en rabais. Donc pour ce prix-là et le contenu qui nous est offert, je trouve que ça vaut largement la peine. Il y a aussi un mode coop à deux qui est tout à fait agréable. Il y a des beaux ajouts, je pense, avec l'extension, avec un mode Tower Defense, etc. Donc vraiment, c'est encore une fois un exemple que les jeux AAA palissent, je trouve, souvent contre les jeux studio indépendants, parce que ces derniers offrent parfois autant, sinon plus de contenu, et pour un prix qui est souvent moindre. Et c'est encore une fois une démonstration qu'on n'est pas du tout obligé d'avoir un monde, pas forcément un monde vert parce qu'il l'est d'une certaine façon, mais un monde en 3D, etc. pour avoir un bon jeu. On peut faire des bons jeux 2D, ça se fait encore. Et pas besoin de nous vendre la foutue arnaque de la 2D HD pour réussir à nous vendre ce jeu-là le plein prix. Là. Faites juste des jeux qui coûtent pas trop cher, vous les vendez pas trop cher, vous ferez quand même de l'argent. Ces studios indépendants-là font de l'argent. Vous pouvez faire de même, mais bref. Nobody Save the World, j'ai pas encore terminé, mais j'en suis très très content. Et j'ai très hâte de continuer à y jouer avec mon ami. Donc, ceci fait le tour de mes jeux vidéo cette année 2024. 2025, il y aura forcément Elden Ring dans le lot. Peut-être Metroid Prime 4 s'il sort cette année-là, probablement. Et je sais pas pour d'autres jeux, j'attends encore une fois la suite de Hollow Knight. J'ai déjà oublié le nom, mais ça aussi, c'est un des jeux qui j'attends le plus. Donc, c'est probablement les 3 jeux auxquels j'aurai le temps de jouer cette année-là. Donc, vous pouvez me faire votre part de vos commentaires sur les jeux dont je viens de nommer. Il y a aussi Black Myth Gone que j'aimerais bien jouer l'année prochaine si je peux, mais je n'ai pas la console pour y jouer, donc peut-être ce sera plus tard. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, probablement justement pour la review de la fin de cette 3e saison de Bleach. Encore une fois, attendez-vous à moi qui est quand même assez exigeant par rapport à ce qu'on nous a montré. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Which means Sekiro.